Nadia Sollogoub, on va revenir sur tous ces sujets. Vous êtes sénatrice centriste de la Nièvre, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Mais d'abord, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. On commence par la une du Télégramme. Iran, faut-il craindre un autre Tchernobyl? C'est la question à la une du journal breton. Les frappes israéliennes peuvent-elles faire sauter les stocks d'uranium et provoquer une catastrophe nucléaire en Iran? Selon un expert, le risque est faible, à moins de toucher à une centrale nucléaire. Deuxième une, celle de la Nouvelle République. Migrants illégaux, la Touraine durcit le ton. Alors que les OQTF sont en augmentation, des opérations de contrôle sont organisées dans les gares d'Indre-et-Loire. Et puis la dernière une, celle du Maine-Libre. La Sarthe veut retenir les internes de l'hôpital. Des efforts sont déployés afin d'inciter les médecins en internat au Mans à s'installer dans le département. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas encore fait leur choix. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? Les trois, donc ça va être très compliqué. Je ne sais pas, peut-être sur les internes et tous les efforts qu'on déploie. Moi, je suis élue d'un territoire rural, ce qu'on appelle bien à tort des déserts médicaux, puisque voilà, c'est tellement réducteur, aucun territoire n'est un désert. Mais oui, tous les efforts qu'on déploie pour l'attractivité aussi de ces métiers, parce qu'un des gros sujets, c'est le fait que c'est l'attractivité, oui, en effet, de ces métiers. Le fait, bon, je parle des internes, mais je pourrais parler aussi des infirmiers qui abandonnent une profession choisie bien souvent par passion et qui l'abandonnent quelques années après. Il faut vraiment que les internes et les professionnels de santé exercent dans des conditions qui les épanouissent et puis qui leur permettent de se répartir harmonieusement sur tout le territoire. Et en plus, on se souvient que dans votre département de la Nièvre, il y avait le maire de Nevers qui avait fait un pont aérien oui. Il y a 2 ans maintenant pour faire venir justement des médecins d'autres départements. Alors toujours, par contre, moi je crois plus à l'inverse, c'est-à-dire à la formation et que le fait de créer des ponts entre nos jeunes, que nos jeunes puissent accéder aux études en santé. Et à Nevers, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, si je puis dire. C'est le campus connecté qui permet à des jeunes nivernais de passer le concours de médecine depuis Nevers. Et on a eu, pas cette année mais l'année d'avant, 75% de réussite au concours parce qu'ils préparent le concours dans d'excellentes conditions. Et ça nous permet d'avoir des cohortes de jeunes nivernais qui partent faire leurs études. Et voilà, ça c'est un pont entre chez nous et les études en santé qui est très très intéressant à travailler. Allez, on va parler de l'actualité. On l'a vu dans le journal, l'actualité c'est toujours le conflit entre l'Iran et Israël. Est-ce que la France, on l'a entendu hier, Jean-Noël Barrot dans l'hémicycle, appelait toujours à la désescalade. Est-ce qu'elle est possible à l'heure actuelle, cette désescalade ? Alors écoutez, c'est très compliqué d'avoir une opinion. Moi, je suis sidérée d'entendre le président des États-Unis qui dit « je vais prendre ma décision à la dernière seconde ». C'est quand même absolument sidérant. Donc on ne sait absolument pas ce qui est possible, pas possible, puisque on a l'impression que tout le travail de diplomatie est balayé d'un revers de main et que tout ça sera décidé sous l'effet d'une espèce d'intuition, d'impulsion. Et alors je trouve ça quand même fort de café chez un président qui s'est fait élire sur une promesse de paix. La France va prendre une initiative, c'est ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la France? Est-ce qu'elle peut peser dans ce conflit? Bon, alors il est normal que la France essaye de peser. On n'est quand même pas une petite nation. Par contre, alors sur l'initiative en question, j'ai aucun tuyau. Et la Russie, parce qu'il en est aussi question, c'est pas le moment pour Poutine de jouer les médiateurs entre l'Iran et Israël. C'est ce qu'a dit hier Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'est l'intention de Vladimir Poutine? Il va vouloir jouer un rôle dans ces négociations? Non, mais c'est quand même sidérant, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, parce que je le disais il y a un instant, le président des États-Unis se fait élire sur une promesse de paix et maintenant dit qu'à la dernière seconde, il décidera oui ou non de déclencher une guerre d'ampleur. Et puis, on a quand même un agresseur qui se propose en médiateur. Donc, on marche sur la tête. C'est sur le fond, c'est ce que c'est absolument impossible que Poutine puisse être en même temps agresseur et médiateur. Moi, je suis sidérée surtout de la temporalité, le fait que tout se décide en un éclair, alors que tous ces sujets doivent être mûrement réfléchis, pesés. Enfin, moi, je dois être d'une autre génération. On va parler dans quelques instants de la guerre en Ukraine. Israël qui jusque-là n'a pas pris position dans ce conflit ukrainien. Est-ce que selon vous, Israël peut le faire au vu de ce qui est en train de se passer avec l'Iran ? C'est exactement les questions qu'on a posées hier dans nos échanges avec Monsieur Stefanchuk. Bon, on n'a pas de réponse, hein, évidemment, on ne sait pas. Ça fait partie, oui, des choses qui sont envisageables, que Israël choisisse son camp.
Et on va en parler justement de cette guerre en Ukraine, puisque c'était l'actualité du Sénat. Hier, on l'a vu, la venue du président de la Rada, c'est le Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk. Il a prononcé un discours dans l'hémicycle. On va voir justement les temps forts de ce discours avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey, hier, Ruslan Stefanchuk, le président de la Rada, le Parlement ukrainien, était donc reçu au Sénat pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion massive de la Russie en Ukraine. Oui, et il a profité de la date extrêmement symbolique. Hier, on était le 18 juin pour lancer son propre appel du 18 juin à la France, comme l'avait fait le général de Gaulle il y a 85 ans à Londres. Il a appelé les soutiens de Kiev à se battre sans demi-mesure. L'idée, c'est de maintenir l'engagement dans un contexte défavorable pour l'Ukraine. Les yeux du monde sont tournés vers le Moyen-Orient. Les pays du G7 n'ont pas réussi à s'accorder sur une déclaration commune et sur de nouvelles sanctions contre la Russie, comme à chaque fois depuis le début de l'invasion massive. Unité rompue par Donald Trump qui, pire, propose même que la Russie revienne dans un format G8 dont elle a été exclue en 2014. Mais ce n'est pas tout. La veille de la venue du président de la Rada au Sénat, Kiev a subi l'une des attaques les plus massives de la Russie depuis 2022 contre l'Ukraine, causant la mort de 21 personnes. L'Ukraine traverse aujourd'hui la phase peut-être la plus dramatique de la guerre. Alors que l'aide et le soutien de la communauté internationale sont essentiels. Votre histoire et la nôtre nous enseignent que la capitulation n'a jamais été une option. L'agresseur doit être arrêté. Arrêté par la force des armes, par le pouvoir de l'unité européenne et euro-atlantique. Et justement, Oriane, en ce qui concerne les besoins de l'Ukraine, Ruslan Stefanchuk a accordé une interview exclusive à notre collègue Tam Tranui. Il a détaillé ce dont le pays a le plus besoin en urgence. Écoutez. Nous avons besoin non seulement de la défense antiaérienne pour protéger nos citoyens, mais également nous avons besoin des armements pour pouvoir changer la tendance sur le champ de bataille. Ce sont deux priorités pour pouvoir protéger nos sites énergétiques, pour pouvoir avoir du progrès. Nous ne pouvons pas nous permettre cette usure de la guerre. Alors, on va revenir dans l'hémicycle. Gérard Larcher a réitéré le soutien de la France. Le président de la Rada a ensuite été ovationné pendant de longues minutes par tous les bancs. Je vous propose d'écouter. La sécurité de l'Europe, aujourd'hui et non seulement demain, est intrinsèquement liée à la victoire de l'Ukraine. Monsieur le président de la Rada, oui, l'Ukraine n'est pas seule. Elle n'est pas seule parce qu'elle est accompagnée par la France, le Royaume-Uni, les États de l'Union européenne. Et nous en formons l'espoir encore par les États-Unis d'Amérique. Voilà, vous l'avez entendu, énormément d'applaudissements. Le président de la Rada qui avait la main sur le cœur, qui a remercié la France, le Sénat français. Madame Sollogoub, est-ce que selon vous, Vladimir Poutine profite déjà peut-être ou va profiter du fait que les yeux sont finalement tournés vers ce qui se passe au Moyen-Orient pour attaquer encore plus l'Ukraine ? Oui, alors j'ai du mal à comprendre aussi bien ce que pense M. Trump que M. Poutine. C'est des hommes qui sont assez insondables. Oui, c'est possible. Alors, il y a le problème de disparaître des écrans, mais il y a aussi le sujet de la désinformation, parce qu'on est quand même confronté à une fausse information qui est massive, qui émane de la Russie. Donc c'est une guerre d'un nouveau type auquel on doit faire face. Le président du Sénat, hier, il a rappelé le soutien de la France. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, la France ? Il a aussi dit, le président de la Rada a aussi dit que la France menait finalement une espèce de coalition en soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, la France ? Alors, le président de Stefanchuk a été très clair sur deux points. Donc, il demande à la France d'entraîner l'Europe
pour aller plus vite sur le sujet de l'adhésion à l'Union européenne. Ça, c'était une demande forte et récurrente. Et puis, un deuxième message aussi, il faut que la France l'entende. Quand le président Stefanchuk demande de l'armement, ce n'est pas forcément de nouveau des sommes colossales ou des nouveaux volumes. Il nous explique que eux, avec la guerre, ils ont beaucoup progressé dans leur technologie, dans leur technique. Ils ont appris à faire plus avec moins. Eux, leur technologie a fait un bond énorme et donc il faut vraiment qu'on accorde nos capacités de production avec. Il faut qu'on leur fournisse exactement ce qu'ils nous demandent pour être efficaces. Ils demandent des choses qui leur soient utiles et efficaces. Il nous a donné un petit exemple qui est tout à fait emblématique. Par exemple, sur le déminage, on en parle depuis le début. On a des terres énormément en Ukraine qui sont minées, ce qui pose un problème aux militaires et aux populations civiles. Eh bien, les Ukrainiens, tout d'un coup, ont réfléchi qu'en pleine période estivale où il fait très chaud, le métal chauffe et il suffit d'avoir des caméras thermiques pour repérer la chaleur des mines et de les identifier, les localiser très précisément. C'est quelque chose qui coûte pas cher de les aider sur cet axe-là. Donc je pense que ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on les écoute vraiment et qu'au lieu de leur donner, mais ce qui est très vertueux, mais des technologies très chères qui sont les nôtres et qui ont bien progressé, qu'on leur fournisse exactement ce qui leur est utile. Ouais, finalement adapté aux réalités de terrain, à ce dont ils ont besoin. Eux, ils sont dans un effort de guerre qui leur a appris à être extrêmement agiles, ingénieux. Eux, c'est David contre Goliath. Donc, ils ont pris l'habitude de faire au plus efficace. Et donc, il faut qu'on les écoute sur ce champ-là. Par exemple, ils ont besoin de beaucoup de drones en grande quantité, mais de faibles technologies. Donc, il faut qu'on les aide à fabriquer beaucoup de drones. Et eux, ils savent après les utiliser au mieux, mais pas des drones haut de gamme à 10 000 euros. Ils disent qu'ils osent même pas s'en servir. Donc, c'est voilà qu'on soit bien à leur écoute sur cet axe. Vous parlez de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Premier ministre ukrainien, il se dit optimiste sur une adhésion à 2026. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Alors moi, personnellement, je pense qu'on peut absolument pas avancer sur cette question tant qu'on n'a pas traité dans le fond des choses de la question agricole. Il faut vraiment tout se dire, tout mettre sur la table. Il faut vraiment engager une réflexion transparente sur la question agricole. Si on veut continuer à avancer avec des idées vertueuses, on n'arrivera pas en fonce dans le mur. C'est très clair. Oui, et pour les pays pour lesquels ça a mis très peu de temps, en fait, c'est parce que leurs normes étaient déjà vraiment très calquées sur celles de l'Union européenne. Là, on a tout un pays à reconstruire. Finalement, c'est vrai que 2026, ça paraît quand même très très court. Hier, le président du Sénat, il a parlé du rôle du Sénat français pour convaincre les sénateurs américains de poursuivre l'aide à l'Ukraine. Comment ça se passe concrètement ? Ça, c'était un peu étonnant. Alors, dans le format Weimar, Pologne, Allemagne, France, Ukraine, ils ont un courrier, il y a une réunion, et puis un courrier a été adressé, en effet, aux sénateurs américains, et 80 d'entre eux ont répondu favorablement pour continuer le soutien à l'Ukraine. Et la diplomatie parlementaire est quelque chose de très fort. J'en fais tous les jours l'expérience avec mon groupe d'amitié. Donc c'est qu'on passe par d'autres canaux finalement pour... Oui, finalement, les parlementaires font la loi, donc et puis c'est le nôtre de canaux. Hein. On est tous sur un pied d'égalité. Stefanchuk, le président Larcher, les autres parlementaires, travaillons entre nous aussi, utilisons ce levier-là. Le G7, en revanche, s'est un peu divisé sur la question de l'Ukraine. Alors, ils ont certes apporté leur soutien à l'Ukraine, mais sans durcir le ton face à la Russie. Pourquoi ? Parce que les États-Unis l'ont refusé. Ils voulaient préserver leur capacité à négocier. Est-ce qu'ils ont eu raison ? Écoutez, moi j'ai du mal à comprendre et à juger ce qui se passe au G7. Après, ce qui est vraiment très compliqué dans ces conflits qui éclatent partout et ces points chauds dans le monde, je pense que c'est comme quand on envoie des cailloux dans l'eau. C'est-à-dire qu'on envoie un caillou, donc il y a des lignes concentriques qui s'éloignent en disant l'ami de mon ami est mon ami. Mais alors le problème, c'est que quand les points d'impact sont divers, après finalement les lignes de force se brouillent et c'est beaucoup moins clair parce que l'ami de mon ami est mon ami sans être mon ami tout en étant mon ennemi. Et j'aimerais pas être diplomate en ce moment parce que c'est extrêmement complexe. Mais est-ce que Donald Trump il fait peser beaucoup d'incertitudes sur l'Ukraine ? Est-ce que l'Ukraine peut craindre un lâchage des États-Unis ? Mais de toute manière, Donald Trump fait peser une incertitude majeure sur le monde entier actuellement. Donc oui, on craint tous. Et alors par contre, l'Ukraine continue à espérer dans le soutien des États-Unis. Et moi aussi, je veux y continuer à y croire parce que sur plein d'aspects, mais en particulier le renseignement, on peut pas faire l'impasse sur les États-Unis. C'est pas possible. On peut pas imaginer ça. Est-ce que l'Union européenne elle est suffisamment unie sur cette question ? Déjà, en Europe, on a la Hongrie.
c'est compliqué. Je pense que ça, c'est à mettre au crédit du président Macron. Il a quand même tenté de fabriquer, de souder une Europe qui existe déjà, qui prenne sa place face au bloc des États-Unis, face aux Russes. C'est pour ça, je pense, que le président Stefan Schuck vient nous voir. Et c'est pour ça qu'on a de nombreuses visites de parlementaires. On avait le Premier ministre aussi ukrainien qui est venu il y a quelques jours. Et voilà, je pense que c'est la marque que maintenant la France existe et enfin surtout l'Europe s'est soudée et en particulier derrière la France. Oui, et même la Pologne qui a maintenant un président conservateur et sur lequel on aurait pu imaginer qu'il voulait réduire son soutien à l'Ukraine. Et bien même lui, il a dit qu'il n'était pas du tout pour réduire le soutien à l'Ukraine. Donc on voit qu'il y a la France, la Pologne, l'Allemagne, il y a encore des pays moteurs, même si effectivement la Hongrie ou la Slovaquie sont des partenaires plus compliqués à englober. Et j'étais il y a quelques jours en Moldavie et je peux vous dire que c'est pareil. Il y a un désir d'Europe. Ça fait partie des pays qui sont tournés vers l'Europe, mais comme s'ils étaient tournés vers la terre promise. Enfin, c'est vraiment existentiel pour eux. Un dernier mot, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, Vladimir Poutine, il affirme que le réarmement de l'OTAN n'est pas une menace pour la Russie. Volodymyr Zelensky, il prévoit de se rendre au sommet de l'OTAN. Ce sera la semaine prochaine à La Haye. Est-ce qu'il faut augmenter les dépenses de défense, selon vous? Est-ce qu'on en a les moyens? Et est-ce que ça peut être une menace pour la Russie, contrairement à ce que dit Poutine? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est Poutine, évidemment, on est toujours dans la guerre de désinformation. Hein. Et nous, tout l'enjeu est là. Est-ce qu'on est capable, nous, d'affaiblir vraiment ce pays? On en parlait avec des Ukrainiens qui nous disent que si les sanctions sont réelles et efficaces et que ce ne sont pas des sanctions de papier qui sont contournées par ailleurs, forcément, ce pays va être affaibli et va s'écrouler un jour. Voilà, il faut tenir et il faut surtout, ce que disait Ruslan Stefan Schuck aussi hier, il nous faut des vraies sanctions. Il ne nous demande pas des nouvelles sanctions, des nouvelles mesures ou des nouvelles choses. Il nous demande de l'efficacité, que ce soit dans l'aide militaire, dans l'aide technique, mais aussi dans l'aide politique, que voilà, ce soit des vraies sanctions. Et forcément que la Russie est affaiblie et de dire même pas mal, c'est de la désinformation. Merci Audrey. À tout à l'heure. On va se demander pourquoi l'Union européenne est hors jeu dans le conflit au Moyen-Orient. Et ce sera dans une demi-heure. L'autre actualité du Sénat hier, c'était ce vote à l'unanimité. C'était hier soir pour modifier la définition pénale du viol, quelques mois après le procès de Mazan. Est-ce que ce vote à l'unanimité du Sénat, c'est un pas décisif vers une culture de consentement, comme l'a dit la ministre? Oui, sans aucun doute. Et moi, évidemment, je m'en réjouis. Bon, c'est bien triste que des affaires emblématiques, douloureuses, épouvantables doivent traverser nos sociétés pour qu'on avance sur ces questions. Mais je dirais que la question, elle est mondiale et ça nous ramène au sujet précédent. C'est que jusqu'à présent, le viol est une arme de guerre. Et que si à l'intérieur de nos sociétés on fait le travail, eh bien tant mieux. Mais le chantier est beaucoup plus vaste parce qu'on sait que le viol est utilisé, y compris sur des hommes. C'est tout à fait tabou, mais c'est une arme de guerre et il faut le reconnaître. Autre actualité nationale, ce sont les retraites. Les partenaires sociaux se mettront-ils d'accord sur les retraites? Le conclave joue les prolongations. Il y aura une ultime réunion lundi prochain. Et hier, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, a demandé à ce que le Parlement soit associé sur ce sujet. Il faut que le Parlement soit saisi des évolutions liées à cette négociation. Si la négociation est totalement annihilée par une absence totale d'accord, ça posera un problème politique. Et là, nous avons toujours dit que la censure était potentiellement déclenchable. Il va aboutir pour vous, ce conclave ? Écoutez, moi je suis pas convaincue par cette histoire de conclave. L'idée était vertueuse de dire bon, puisque ce qu'on a voté ne convient pas, proposer autre chose. Donc ça c'est quand même une bonne idée. D'associer le Parlement, c'est une bonne idée. Après d'être politique aussi, je pense que c'est d'être inscrit dans un principe de réalité. J'ai toujours considéré dans mon mandat que de mentir aux gens, ça faisait pas partie de mes missions. Et la gauchement en disant qu'on peut revenir sur les 64 ans. Pour moi, oui. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup promettre aux gens qu'on va prendre la retraite à 55 ans, qu'on va pouvoir travailler à mi-temps, qu'on va avoir tous les moyens d'aller en vacances 3 mois par an, qu'il y aura des crèches partout et que du coup, on pourra avoir 4 ou 5 enfants. Voilà. Mais tout le monde entend dans le même temps ce qu'est le budget de la France. Et nous, on va se trouver dans une situation épouvantable à l'automne à voter un budget dans le sang et les larmes. Et on se rend compte qu'on va faire
faire du mal à beaucoup de gens et qu'on va cabosser leur vie. Et on ne peut pas en parallèle leur dire mais non, mais c'était une fantaisie, cette retraite à 64 ans. Ça n'a pas été facile à voter, hein. Ça n'a pas été facile à voter parce que on se rend compte ce que c'est la pénibilité. Enfin, on est tous, on n'est pas que des parlementaires, on est dans la vraie vie, hein. Donc voilà, moi je suis déçue qu'on puisse agiter les gens comme ça. Bon, il y a un travail à mener plus sérieusement sur la pénibilité, ça c'est certain, et le chantier n'a pas été mené suffisamment. Allez, on va terminer en allant dans votre département de la Nièvre. On va à Nevers, on retrouve Philippe Despales. Bonjour Philippe, merci beaucoup d'être avec nous, directeur éditorial départemental du groupe Centre France et rédacteur en chef du journal du Centre, le journal de la Nièvre. À lire dans votre journal un dossier sur le projet de Rungis rural. Oui, bonjour. Effectivement, aujourd'hui, on a mis en avant ce Rungis rural qui est soutenu par le département, l'agglomération de Nevers et puis les 2 pays de la Nièvre. Alors, le nom parle, mais la comparaison aussi s'arrête là. Il n'est pas question de rivaliser avec l'incroyable fourmilière qui agite cette ville du Val-de-Marne. Disons que le Rungis nivernais serait en fait une centrale d'achat qui regrouperait des produits locaux et qui serait destinée à alimenter la restauration collective des cantines scolaires, EHPAD, restaurants administratifs. Et Madame Sollogoub, justement, que pensez-vous de ce projet qui devrait être mis en place à la rentrée scolaire de septembre 2026 ? Alors écoutez, sur le principe, moi c'est un projet qui me plaît, bien évidemment, parce que tout ce qui peut mettre en avant les produits nivernais, nos bons produits, les circuits courts, faire travailler nos producteurs, ça me semble extrêmement vertueux. Mais j'ai l'impression que j'entends parler de choses comme ça, qu'on tâtonne pour arriver à quelque chose de ce type depuis des années. J'ai l'impression que depuis que je suis élue, j'entends qu'on cherche un système qui soit vraiment opérant. Donc évidemment, j'espère que ça va très bien fonctionner et c'est demandé. D'ailleurs, c'est la loi Egalim, hein, qu'on ait dans les cantines scolaires des produits en circuit court, bio, ou en tout cas qui ont poussé dans des conditions vertueuses, etc. Après, j'ai peur, mais bon, je veux pas porter malchance à ce système, qu'on se heurte à un principe de réalité. Parce que les petits producteurs, souvent, sont pas des gens qui sont acculturés à cette forme de logistique, à cette forme de vente, etc. Et puis, quand on est sur des petites unités de production, j'avais toujours entendu dire que, par exemple, pour le maraîchage, bon, quand il y a un phénomène climatique majeur, ça gèle, voilà, il y a plus de salade d'un coup, ou alors il y a une petite production de carottes. C'est plus compliqué à gérer et c'est plus aléatoire. Mais on va y croire, on va essayer. Mais j'ai toujours entendu dire que la limite était là, qu'il y avait eu plusieurs des tentatives déjà. Et écoutez, espérons que ce sera la bonne. Philippe, une autre question ? Non, mais c'est vrai, effectivement, le principal frein au développement des circuits courts dans la restauration collective, c'est la logistique. Et donc là, les cuisines centrales ne peuvent pas se rapprocher de chaque producteur local. Et donc l'idée est de créer cette plateforme unique avec un ou des entrepôts dans le département et une facturation simplifiée, ce qui permettrait aux gestionnaires de s'approvisionner plus facilement. Et justement, selon vous, est-ce que ça peut être un plus aussi pour nos agriculteurs nivernais ? Oui, bien sûr. Si tout le monde joue le jeu, si nos agriculteurs nivernais arrivent à avoir cette culture-là, certains l'ont déjà. D'ailleurs, c'est porté, j'imagine, et c'est co-construit, évidemment, un système comme ça. Après, je pense qu'il y en a qui resteront toujours en dehors du système parce que les volumes, la culture, la logistique fait pas forcément partie de leur culture. Après, ils peuvent évoluer, hein, ils peuvent y aller. Maintenant, on a un tas de choses qui ont changé. Donc, écoutez, j'espère que ce sera gagnant-gagnant et qu'on s'en félicitera tous. Mais c'est vrai que moi, ça me désole de voir dans nos cantines des produits qui sont achetés à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde. Donc, évidemment, ce sera un plus. Bon, espérons que tout ça sera un très bel outil et à la fois pour nos consommateurs et nos producteurs. Merci beaucoup, merci Philippe Despales d'avoir été avec nous. Ça va être chaud, c'est la une du journal du Centre, le 47e tour Nivernais-Morvan qui débute aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Despales d'avoir été avec nous et merci Nadia Sollogoub d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le club, on va revenir sur le conflit entre Israël et l'Iran. On en parle tout de suite avec notre invité Gilles Kepel, nous rejoint.